Bonjour Arthur. Coucou Antoine. Je t'ai déjà eu en interview il y a quelques mois de ça, notamment parce que tu avais complètement changé ma vie et mes crises d'angoisse. La vidéo avait été un franc succès et je te propose qu'aujourd'hui on aille plus loin dans la Avec compréhension de grand l'anxiété. plaisir. Tu as toi-même, pour rappel, traversé une période d'anxiété qui était très forte. Qu'est-ce qu'on appelle de l'anxiété? À quoi est-ce qu'on sait qu'on est différent? Parce que l'être humain a une spécificité, c'est qu'on vit des choses, on peut penser que c'est normal ou anormal parce qu'on n'a pas l'autre en Mhm. référentiel. À quel moment est-ce qu'il y a un problème et à quoi ça ressemble de l'anxiété? Quand je parle d'anxiété sur ma chaîne, en gros, je parle de trouble anxieux. Donc, c'est un trouble pathologique d'anxiété, donc une manifestation pathologique de l'anxiété. Donc, la ligne est évidemment floue, mais on s'en rend compte assez rapidement qu'on rentre dans le trouble anxieux quand on commence déjà par avoir des symptômes. Donc, symptômes physiques, vertige, malaise, tournis, ça peut être cardiaque aussi, des strasystoles, de, des sensations ouais, respiratoires aussi, des douleurs musculaires, ça peut aller jusqu'à avoir des douleurs musculaires au niveau du cou, au niveau des cervicales, du dos, etc. Il y a une pléthore de manifestations de l'anxiété. Et en général, ça commence où l'individu va voir son médecin et il lui dit ouais, les scans sont ok. Ça peut être de l'anxiété. Puis après, c'est un truc qui se creuse. Et après, à côté de ça, tu as aussi des symptômes cognitifs qui, pour le coup, ne mentent pas. Donc, des pensées obsessionnelles, invasives, ce qu'on appelle de la phobie d'impulsion. Donc, quand on a peur de faire quelque chose d'irrationnel. Quand on commence à vraiment remarquer que oula, l'anxiété que j'ai, elle est irrationnelle, elle n'est pas fondée dans le réel, mais quand même, j'ai l'impression que c'est vrai. Donc, quand on prend l'exemple de l'hypocondrie, donc la peur d'avoir une maladie grave, quand quelqu'un est persuadé d'avoir un cancer, par exemple, mais il va enchaîner des visites chez le médecin qui lui dit que c'est ok, mais il est toujours persuadé de l'avoir. Donc, ouais, il y a des signes qui ne mentent pas. Et donc, moi, je parle en général de troubles d'anxiété dysfonctionnelle quand vraiment tu vois que ta vie, elle est impactée clairement par ton anxiété. Il y a des choses que tu peux pas faire que tu aimerais faire, et il y a des choses que tu dois faire et que tu aimerais ne pas avoir à faire. Donc là, on a clairement. Ça a été ton cas, toi? C'est quelque chose que tu as vécu pendant très longtemps? Ouais, moi, c'était pas trop les mécanismes, les symptômes physiques, c'était plutôt les symptômes cognitifs. Moi, j'avais de la grosse. Ce qu'on appelle de la dépersonnalisation et déréalisation. Donc, je suis déjà passé au symptôme le plus vraiment énervé de l'angoisse, c'est quand tu as tellement de cortisol et d'hormones du stress dans le sang que ton cerveau, pour te protéger, il coupe un peu, en gros, la connexion entre tes sens et ton conscient, et tu as l'impression d'être coupé du monde, de pas être connecté à la réalité. Tu peux parfois même ne pas te reconnaître dans un miroir, tu regardes tes mains, tu as l'impression de pas être toi. C'est très bizarre comme sensation, très difficile à décrire, quelqu'un qui l'a pas vécu. Même moi qui l'ai vécu, mais il y a longtemps, j'ai du mal encore à le décrire. Moi, j'avais beaucoup ça. Puis après, c'était beaucoup du cognitif. Moi, c'était beaucoup de pensées obsessionnelles, des phobies d'impulsion, des pensées invasives, et juste une souffrance, en fait. Tu stresses tout le temps, t'as peur tout le temps, t'as l'impression que ta vie est finie, t'as l'impression que tu vas devenir fou, t'as l'impression de... Beaucoup de peurs très, très, très intenses qui sont envahissantes, quoi. Ça t'est arrivé à quel âge et pendant combien de temps? Et qu'est-ce que ça a failli ruiner dans ta vie? Au final, ça n'a pas ruiné ma vie. Au contraire, on en parlera, mais j'avais 21 ans. J'avais 21 ans, moi, c'est arrivé après une expérience. En fait, mon meilleur ami a failli mourir en face de moi. Et donc, j'ai vraiment cru qu'il était mort en face de moi. 2 semaines après d'incubation, ça a éclaté, mais je me suis rendu compte après que c'était une tendance que j'avais à l'anxiété depuis un moment. Et donc, j'avais 21 ans, ouais. Là, j'ai 29 aujourd'hui. En termes de timeline, j'ai été vraiment affecté de façon très sévère pendant 2 ans, on va dire. Troisième année, ça commençait à aller mieux. Et après, les 2 années encore après, tu rentres un peu dans le flou de guérison, tu sais pas à quel moment vraiment l'anxiété est partie ou quoi, tu vois. Ouais, écoute, pour moi qui ai eu de l'anxiété toute ma vie, ta méthode a réellement, littéralement transformé ma vie. Je serai Ça a jamais continué à assez marcher parce reconnaissant. que je sais que tu m'en Ça, avais parlé au premier interview, mais ça continue de marcher du coup, c'est ça qui me. ça continue de marcher. Et ce qui est très Trop bizarre, bien. c'est que lorsqu'on ne regarde plus la méthode, celle qu'on va voir juste après, que tu offres, Nous revenons à notre vidéo dans un instant. J'aimerais juste vous présenter le sponsor de cette vidéo qui s'appelle Skywork.ai, qui est une intelligence artificielle en ligne. Avec ceci, on peut faire plein de choses pour le quotidien, comme par exemple créer un vlog en une seule phrase, dessiner des images, composer un morceau de piano. On va la tester ensemble. Par exemple, j'ai besoin de créer des diapositives pour une prochaine conférence en public sur comment sortir d'une relation toxique. Je clique simplement ici à droite pour valider. Je ne fais rien de plus.
je pars boire un café et au moment où je reviens, ma présentation complète a été générée. Je découvre que 15 diapositives ont été créées. J'aurais pu faire un prompt beaucoup plus long également ou mieux spécifié. Là, j'ai un titre, j'ai des citations de gens connus sur le sujet, j'ai les caractéristiques principales, j'ai les types de relations toxiques, j'ai les signes majeurs qui sont indiqués en dessous, les indicateurs clés supplémentaires, la préparation mentale à la sortie. J'ai tout pour briller sur scène et ça m'aura pris juste un prompt pour créer ce support de cours. Si jamais vous souhaitez essayer skywork.ai, cliquez juste en dessous et j'ai mis un lien. Que tu donnes, que tu décris juste après. Au bout d'un moment, le naturel revient un peu au galop et il faut se rappeler que la méthode fonctionne. Il doit y avoir un cycle d'apprentissage qui monte et puis, à mon avis, tu rechutes après, tu oublies. Ouais. Et il faut s'en rappeler. Il faut que je te retombe Plusieurs sur fois, toi sur TikTok par hasard. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça la méthode. Et c'est ce qui fait qu'au final, ça devient une habitude. Tu sais, il y avait cette histoire de je suis inconscient que je ne connais pas la chose, puis je deviens conscient que je suis nul, etc. Bah, il y a tout un circuit qui fait que ça avance et qu'au final, t'arrives dedans. Il y a un drama YouTube en ce moment, un drama Internet, où les psychologues critiquent les coachs critiquent les psychologues. Et ça rappelle un peu, quand j'étais jeune, les voitures détestent les cyclistes détestent les piétons détestent les voitures, et tout le monde finit par se détester de manière circulaire. Est-ce qu'on a un peu le même drame dans la thérapie de l'angoisse et de l'anxiété, où finalement même les experts entre eux n'apprécient pas la méthode des autres, parce qu'il existe peut-être aussi différentes méthodes. Moi, ça me fait pas rire du tout, en fait, genre de drama. Pour moi, ça dessert, en tant qu'ancien anxieux, du coup, qui a vécu la chose, c'est ceux qui souffrent qui empathisent de tout ça. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une minorité des gens, enfin, je sais pas, en vrai, je dis ça se trouve, non, hein. Ça se trouve, c'est la majorité de gens qui sont dans ce délire-là, de se battre contre l'autre. Et pour moi, ça dessert. Non, en fait. ça reste une minorité. Tu penses, ouais. Pour moi, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est déontologiquement parlant, c'est pas sérieux du tout. Manquer de nuances, en fait, dans notre milieu, c'est pas sérieux. Manquer de nuances, c'est limite pas criminel, mais c'est juste, ouais, c'est pas sérieux de manquer de nuances dans un milieu où les enjeux sont aussi forts. Tu dois rester nuancé, c'est ton devoir en tant que personne qui a pris la responsabilité d'aider les gens, de rester dans la nuance. Et parce qu'évidemment, il y a des dérives des deux côtés, il y a des problèmes des deux côtés. Moi, j'ai des gros dossiers sur des coachs qui font n'importe quoi, j'ai des gros dossiers sur des psys qui font n'importe quoi, mais pour moi, je suis encore persuadé, et c'est un combat que j'ai qui est délicat parfois à mener, tu vois, que le patient, le client, du coup, a besoin des deux, de l'expertise académique, donc des psychologues du coup et des psychiatres, mais il a aussi besoin de l'expertise empirique, donc l'expertise des anxieux, ceux qui ont vécu la chose, etc. Ça sert à rien, et c'est pas ça encore une fois, de soustraire l'un à l'autre ou de mettre une hiérarchie entre l'un et l'autre, en fait. Il faut les deux. Il y a plein de raisons différentes, tu vois, mais... Je suis d'accord avec toi. Moi qui étais dans ma jeunesse, il y avait moins. Je commence à être âgé, il y avait moins de coachs dans ma jeunesse, il y avait surtout des psys. J'ai été voir pour mes crises d'angoisse beaucoup de psychologues, psychiatres, thérapeutes. Alors, je dis pas qu'ils m'ont pas apporté ce qu'il fallait. J'ai eu des pièces du puzzle. J'ai une immense partie, j'ai eu peut-être la plus grosse pièce avec toi il y a un an de ça, quand j'ai eu cette révélation qu'on m'a me donner ailleurs. Je ne critique aucune profession, chacun apporte sa partie, et c'est vrai qu'il ne faut pas rester peut-être bloqué sur une étiquette il a tel métier, tel diplôme. Tant que ça aide, tant que ça marche, renseigne-toi. Et on arrive quand même aujourd'hui à des praticiens qui s'intéressent vachement plus. Je vois des psychologues qui passent des diplômes de coaching, je vois des coachs qui passent des diplômes pour devenir psychologue. On est quand même aujourd'hui face, je dirais, à deux types de personnes: ceux qui veulent progresser, qui se renseignent et qui avancent, et qui se disent qu'importe d'où vient la technique, tant qu'elle marche, on va progresser ensemble, et ceux qui restent un peu bloqués sur une forme de diplôme, un truc, en détestant le reste du monde, en disant je suis le seul à avoir raison sur Terre. Ouais, il y a un côté très... tout le monde est humain, au final, t'as beau avoir une expérience de fou, tu restes un être humain, et des fois, quand tu prends le marché thérapeutique pour un marché compétitif, ça commence un peu à t'encourager à avoir des discours très peu nuancés, du coup, à choisir un côté, etc. Ouais. Et c'est pas sérieux, mais de toute façon, ce que je remarque aussi, moi, parce que tu sais, quand je me suis lancé, moi, c'est une question que je me posais: est-ce qu'on va me critiquer parce que moi, j'ai toujours été très ouvert. Le gars, je suis pas du tout médecin, je suis pas du tout psy, moi, je suis anxieux, ok? Donc moi, ce que je vous donne, c'est mon expertise empirique.
Et mon rôle, c'est pas d'être psy, c'est d'être l'ancien anxieux qui vous donne aussi sa vision des choses, etc. Mais même, t'en avais qui étaient quand même en train de dire que soit il y en a qui me disent tu devrais pas faire ça, tu devrais laisser des psys faire ça, et t'en as aussi qui me disent oui, j'ai beaucoup de commentaires qui me gênent vraiment, qui me disent ouais, j'ai plus appris avec toi qu'en 3 ans avec un psy. Honnêtement, ça me gêne parce que pour moi, il faut que le psy reste le support principal Évidemment. de prise en charge. Et voilà, mais évidemment qu'il y a des choses que le psy va apporter que le coach ne pourra pas et que le coach pourra apporter que le psy ne pourra pas. Donc pourquoi faire s'affronter les deux en fait? Pour moi, c'est un non-sens. Pour moi, il faut que les deux travaillent ensemble. Ouais. J'aimerais qu'on fasse deux choses aujourd'hui. J'aimerais que tu commences par nous présenter ta méthode, et il y a des slides que je montrerai à l'écran. Et ensuite, j'aimerais qu'on voit différents types de profils, comme par exemple, certains profils psychologiques sont plus vulnérables à l'anxiété que d'autres. Peut-être qu'un TDAH, c'est ce qu'on verra après, l'est plus que d'autres. Peut-être qu'un haut potentiel, peut-être qu'un borderline. On va parler d'anxiété fantôme, on va aussi parler des déclencheurs. Et si ça te va, on parle de la méthode, les profils psychologiques et après les différents déclencheurs, de manière à ce qu'une personne qui voit cette vidéo aujourd'hui ne vive pas ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire aller consulter des gens, et encore, ça ne reste que mon expérience, aller consulter des gens qui n'avaient pas forcément l'information par rapport à ça, qui m'ont fait aller de cabinet en cabinet, de rendez-vous en rendez-vous. Là aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet, on va tenter d'être ultra efficace, de renseigner le maximum de personnes. Est-ce que tu peux nous parler de ta méthode et de comment elle fonctionne? Parce que ton TikTok, ton Instagram parle de ça sous forme de petites vidéos. Ouais, en gros, j'ai une méthode qui s'appelle la méthode CCR. CCR, c'est pour l'acronyme de contrôle, certitude et réassurance. Et en gros, moi, quand j'ai guéri, je me suis rendu compte, en rétro-ingénierant un peu ma guérison, que mon angoisse avait été alimentée par ce contrôle, cette certitude, cette réassurance que j'avais du coup développé pour essayer de combattre mes émotions, etc. J'ai identifié 22 mécanismes de CCR, justement, donc 22 mécanismes qu'on peut utiliser pour rechercher du contrôle, de la certitude ou de la réassurance, pour pouvoir obtenir un soulagement court terme de l'angoisse, mais en payer le prix de son alimentation au long terme. Et tout se base sur ça. Moi, quand j'ai vu, tu vois, on parlait justement des synergies qu'il y a entre les psys et les mentors. Moi, j'ai eu une très bonne psy qui, dès le début, a mis le doigt sur ça. Elle m'a dit, Arthur, t'es énormément dans le contrôle, la rassurance, etc. Mais moi, on me présentait ça un peu comme un côté collatéral, tu vois, un truc qui est secondaire, une importance qui est secondaire. Et ce que ma guérison m'a montré, c'est qu'en fait, c'est principal. C'est une importance qui est principale. Tout vient de là. En fait, imaginez 22, un espèce de réservoir. On va imaginer un gros réservoir, tu vois, avec du coup du liquide dedans qui est l'anxiété. Plus ces réservoirs est rempli, plus on va avoir des symptômes qui sont intenses. Donc en bas, ça va être juste l'anxiété de fond, ça peut aller aux crises d'angoisse occasionnelles jusqu'à la DPDR qui est un peu le symptôme plafond. Et on peut imaginer aussi un petit drain en dessous du tank parce que le corps a une capacité à métaboliser le cortisol. Heureusement, le cortisol, donc l'hormone du stress, est métabolisé dans l'organisme. Et imaginez maintenant 22 robinets au-dessus de ce tank, tu vois, qui remplit en fait de l'anxiété tous les jours. On peut pas renverser le tank, on peut pas trouver une méthode miracle qui va te permettre de vider tout plus que ce drain ne le permet, la capacité du corps de métaboliser le cortisol. Que ce soit au court terme via la métabolisation du cortisol, mais aussi au long terme par les changements cognitifs, neuronaux qu'il peut faire pour les changements comportementaux qui alimentent l'anxiété. Et l'idée en fait de ma méthode, c'est de éteindre un robinet à la fois, en gros, pour ne plus alimenter l'anxiété. En fait, on ne veut pas essayer d'éliminer l'anxiété, on veut l'affamer. On éteint les robinets, et après on laisse l'angoisse diminuer. Et donc voilà, c'est ces 22 mécanismes que j'appelle les 22 CCR que du coup... Qu'on va voir ensemble un par un. Ensemble, ouais. Et le machin qui est très contre-intuitif dans cette méthode, je spoil un peu la suite, c'est qu'on pense rassurer son anxiété grâce à ces fameux CCR qu'on va voir, alors qu'en fait, ça les nourrit, ça en rajoute. Et vous allez voir, il y a des chances que sur les 22 CCR qu'on voit aujourd'hui, il y a une bonne partie d'entre eux que vous fassiez en pensant que ça vient diminuer l'anxiété, alors qu'en fait, ça la nourrit. Mais le pire, c'est que ça diminue l'anxiété au court terme. C'est ça qui est important à savoir, c'est que ça marche. En tout cas, au début, tu vois. Le premier, c'est la réassurance, la recherche sur Internet. Attends, avant qu'on démarre, ça m'a rappelé vachement l'alcool. L'alcool, par exemple, tu vis une rupture amoureuse, tu fais une soirée alcoolisée. Sur le court terme, pendant 2 heures, tu as complètement oublié ta rupture, tu es super heureux. Mais ça vient l'empirer par la suite. Et là, les CCR sont pareils. Temporairement, ça vient rassurer et faire qu'on va mieux.
et après c'est Il y pire. a Allez, vas-y, je te laisse parler. énormément de parallèles qui peuvent être faits entre l'arrêt des CCR et la méthode CCR et le sevrage euh, d'une substance en fait. Une substance, ça te permet un soulagement court terme, mais ça aggrave ton problème au long terme. Ça crée aussi une dépendance, ça crée aussi une accoutumance. euh, et ça crée des effets de sevrage quand tu les arrêtes. C'est vraiment, il y a énormément de parallèles à faire. Donc le premier mécanisme numéro un, c'est la recherche sur Internet, qui maintenant a pris l'autre forme aussi de à la fois Google, mais aussi ChatGPT. Utiliser Oui. l'IA pour se réassurer, qui est devenu un peu un fléau en ce moment. Ça marche très bien, hein. Tu demandes à ChatGPT, voilà, j'ai peur d'avoir ça, réassure-moi et tout, il trouvera exactement les manières de le faire. C'est juste que ce que tu vas remarquer, c'est que oui, ça te réassure, mais tu vas te rendre compte que toutes les semaines, tu le fais en fait. Toutes les semaines, tu es en train de demander à ChatGPT de te réassurer du même truc, du même problème. Et donc ça fait pas sens. Tu dis pourtant il m'a réassuré, pourquoi je suis encore en train de lui demander? Et tu te rends compte après que tu es encore plus, beaucoup plus souvent anxieux en fait. Depuis que tu as commencé à lui demander. C'est parce qu'en fait, c'est ça le problème d'un CCR, c'est que ça marche très bien au court terme, mais ça baisse ce qu'on appelle ta résilience émotionnelle. Donc en gros, ta capacité toi-même à encaisser une émotion, faire la part des choses entre le rationnel et l'irrationnel, et en gros la laisser passer quoi. Tu t'atrophies en fait ça avec les CCR. C'est ça qui fait qu'après tu deviens dépendant et que tu crées une accoutumance où au bout d'un moment ça marche plus en fait. Tu peux continuer de le faire 5 fois par jour, ça marche de moins en moins jusqu'à plus du tout. Plus tu vas faire un mécanisme comme la recherche sur internet, donc googler tes symptômes par exemple, ou rechercher des informations sur la maladie que tu penses avoir, ou alors demander à ChatGPT, plus tu vas augmenter à la fois le poids émotionnel du sujet, donc peu importe le sujet, son poids émotionnel va augmenter, donc en gros l'intensité de l'émotion que tu vas sentir quand tu vas penser au sujet, d'accord? Donc tu peux avoir une angoisse d'1 sur 10 avant, tu n'auras une angoisse de 7 sur 10 au bout d'un moment, et aussi ce que j'appelle le degré d'importance, donc en gros, à quelle fréquence tu vas y penser. En gros, tu envoies juste un signal à ton cerveau en lui disant, tu vois, ce sujet-là, il est important, et il faut y penser souvent. Donc le cerveau il est en mode ok, je comprends, tu fais beaucoup de choses par rapport à ce sujet-là, bah, je vais te faire y penser beaucoup et je vais te faire y penser de manière très intense quand tu y penses. Donc le premier mécanisme c'est vraiment le plus classique que la plupart des gens font et en général ils sont tombés sur cette vidéo avec ça, c'est ça qui est paradoxal, tu vois. C'est vrai, oui. Et voilà. Après le deuxième c'est la réassurance auprès des proches. Donc ça c'est quand tu vas utiliser tes relations euh, pour te réassurer en fait. Quelqu'un qui te dit que tout va aller bien et que tu lui fais confiance à cette personne-là, ça a un effet qui est très intense sur ton angoisse. Donc c'est aussi le piège dans lequel tombent pas mal de gens, surtout des gens qui ont une famille qui est paradoxalement du coup très bienveillante et très compréhensive et qui veut ton bien, ils vont tomber dans ce piège-là de devenir complètement addict à la réassurance. Donc deuxième truc, même mécanisme. Tu vois. Je me reconnais totalement dedans. T'as fait beaucoup Parfait. ça toi? On est bon là. On est exactement dans mon profil. Déjà, les deux premiers, on est déjà à fond dedans. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi pour l'arrêter? Pour voir un peu comment toi ça a J'ai évolué. suivi ce précepte qui est. En fait, c'est la chose. J'ai suivi la chose très contre-intuitive. C'est Hmm. plus j'ai peur d'y aller et plus je tente de me rassurer sans y aller, plus ça grossit en moi. Ça rappelle vachement. Quand j'étais jeune, j'avais peur d'aller dans une réunion, j'avais peur de parler à chaque fois. Je me disais, Ok. pour pas parler dans cette réunion, je vais parler de moins en moins, je vais me mettre dans mon coin, je vais me Hmm. protéger, etc. Et ça devenait une espèce de gros événement. Alors qu'en fait, j'aurais dû me confronter à ça, j'aurais même dû quasiment être ridicule en réunion, mais j'aurais dû le faire parce que le fait de l'affronter et de le faire fait que ça devient beaucoup moins grave après. J'ai un client Mhm. qui déteste l'administratif, il déteste ça, mais il y a une phobie de ça. Bah, si tu t'y mets et que tu bosses un peu ta copie, tu découvres que c'est pas si grave. Le fait de se laisser traverser par ses émotions, d'y aller, d'accepter que même ça fera mal en fait. Tu auras peur Mhm. de faire tes papiers administratifs, tu auras peur de passer sur scène, de parler devant tout le monde, tu auras peur d'une maladie. Allons-y et on verra ce qui se passe. Et ça change tout derrière. Et maintenant, Et je me c'est dis, et le... c'est ça que j'ai recablé, c'est le allons-y. Là où dans le ouais. temps, j'aurais dit, oh putain, faut que je fasse gaffe, T'es plus etc. dans la Et ça devenait, fuite. dans la T'es plus fuite, et dans ça la devenait un fuite. événement T'es dans la gigantesque. confrontation volontaire. Et j'ai souvenir même d'avoir appelé les amis qui sont très gentils, qui t'appellent pendant des heures pour t'écouter. Et sur le coup, ça fait du bien, comme l'alcool, et 2 heures après, c'est reparti encore pire. Notre théorie disait que notre voix était réenregistrée par nos oreilles, et donc on reboucle nos propres peurs sur nous-mêmes quand on en parle autant. Ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de pas s'isoler, parce que tu vois, il faut pas non plus être dans le truc de je vais plus parler de mes problèmes à mes proches. C'est justement, tu vas voir tes proches, et tu leur dis, voilà, là, mon problème, c'est que je te demande trop de me réassurer. Est-ce que tu peux m'aider, du coup, à me faire arrêter ça? Et donc, tu vois, avec la personne qui te réassure, tu lui expliques le truc, tu lui dis, voilà, là, il faut que j'arrête de me réassurer auprès de toi, viens, on fait ça ensemble.
Tu vois. Et comme ça, tu t'isoles pas et tu fais ça en équipe avec la personne. Mais ça, c'est très efficace. De toute façon, là, vous allez voir les 12 premiers mécanismes. C'est les mécanismes physiques, du coup, des actions physiques concrètes que tu fais. Je commence toujours avec ces mécanismes avec mes clients parce que les effets sont très rapides. Genre, c'est clairement en un mois, si tu t'y tiens, ça peut être violent en fonction de l'intensité de ton addiction à ces mécanismes. Mais en général, plus de la moitié de l'angoisse, et donc surtout la partie sévère de l'angoisse, la partie dysfonctionnelle, disparaît avec ces mécanismes-là. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre les enjeux, parce qu'il y a le côté bénéfique de oui, si tu fais Bien ça, sûr. tu n'auras plus d'angoisse, mais comprendre qu'au court terme, ça va être compliqué de les arrêter, tu vois. Et donc, troisième mécanisme, on est sur la collecte d'informations excessives. Ça te dit un truc ou pas? Ah, totalement, ouais. J'allais voir des médecins, bien sûr, ChatGPT, Google, livres, mais même auprès des Livre, gens, voilà, je veux livre. collecter le maximum d'infos auprès de La, partout la sur collecte le d'infos sujet. excessives, c'est en fait quand on fait un peu un hobby. Quand c'est dès que tu as du temps libre, tu vas développer un goût en fait au contenu sur ce sujet. Et donc tu vas devenir passionné de ça, tu vas faire des recherches sur internet, sur des études de je sais pas quoi, tu vas passer des heures à écouter des podcasts, même si au bout d'un moment tu as assez de théorie pour commencer du travail, le fait de collecter de l'information envoie ce signal au cerveau que là on est en train d'avancer. Donc ça fait du bien. Et donc tu arrives dans ce truc là où tu lis des livres, tu te sens même pas quand tu lis le livre, tu as fini le livre, tu fais une grosse rechute, t'es en mode mince, je me sens pas bien du tout en fait. Même s'il y avait plein d'infos forcément utiles dedans, tu vois. Et c'est pour ça que moi, c'est très bizarre de faire ça, mais dès que j'ai des clients qui arrivent, je leur dis la première chose que tu vas faire là, c'est te désabonner de moi, arrêter de regarder mes podcasts, arrêter de regarder mes vidéos. euh, et tout ce contenu par rapport de près ou de loin qui a un rapport par rapport au développement personnel, tu arrêtes. C'est plus ton hobby, trouve-toi des vrais hobbies, donc ça peut être un challenge. Mais ça, c'est aussi une des plus grosses sources d'alimentation et des troubles anxieux. C'est quand on a fait un hobby, en fait. J'ai fait une découverte dans l'une de tes vidéos il y a quelques jours. La première fois qu'on s'est parlé, c'était il y a quasiment de faire Mhm. 9 mois. Il me manquait une pièce là-dedans, notamment sur la Ok. collecte d'informations excessives. Dans ma tête, si j'ai un problème, il est humain, il est normal, il est intelligent d'aller me renseigner sur ce problème. Et la chose que j'avais pas comprise, et je vais te paraître ridicule en disant ça, c'est qu'en fait, c'était pas juste une collecte d'informations, c'était une collecte d'informations excessive. C'était d'être tout le temps plongé dedans. Et c'est l'excès, mais comme plein de choses sur Terre. Sur Terre, il n'y a pas grand-chose qui est bon en excès en réalité. Même la nourriture, il faut se nourrir Mhm. pour manger, enfin, pour vivre. Tu te nourris trop, c'est Ouais. excessif, c'est pas bon. Et je comprenais pas qu'il y a une espèce de mode un peu détective qui est intéressant au début. Comprendre ce qui se passe, ce qui m'arrive, éventuellement deux, trois causes, et arrêter à ça, me dire c'est bon, j'ai trois infos, j'ai mal au ventre. Ça peut être plein de choses, ça peut être une maladie très grave, ça peut être un cancer, mais ça peut être juste que j'ai mangé quelque chose qui m'allait pas hier soir et j'en fais pas plus, et je ne vais pas Ouais. aller plus loin, et je vais maintenant que j'ai le minimum d'informations dessus, je vais aller traverser cet événement et on verra ce qui se passe. Et on Parce qu'en verra. fait, c'est un comportement qui est émotionnel. C'est pas un comportement qui est rationnel. Quand tu fais de la collecte d'informations excessive, au fait, c'est que tu le fais par émotion. Tu le fais parce que le fait de le faire te donne une récompense émotionnelle. Oui. Alors que Et, tu as et c'est déjà ça les outils. la nuance que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, se renseigner en soi n'est pas mauvais. Tant que tu le fais une fois. Si maintenant ça C'est devient, comme tu ça. dis, ton hobby, ton passe-temps, que tu achètes 300 livres dessus, ça devient excessif. Et là, tu es en train, t'es C'est en train ça. de nourrir ta propre angoisse sur le sujet. On parle bien Mm. d'angoisse qui sont généralement des peurs qui sont irrationnelles, tu vois. Enfin, qui sont souvent liées à rien. C'est très différent dans le cas où ton docteur t'a dit que tu avais, je sais pas, Bien une sûr. maladie ou quoi. Là, c'est encore différent. Là, on parle d'une angoisse qui est souvent une peur du futur, une vision négative du futur. Irrationnel, ouais. Mais ouais, Irrationnelle. et là, tu vois, je sais que ceux qui nous écoutent, vous allez avoir ces tips que je vais vous donner sur arrêter d'échanger de PT, allez voir votre prof qui vous réassure et vous dit d'arrêter cette dynamique, arrêter de la collecte d'informations excessives. Vous allez avoir ce truc-là qui va vous faire du bien un petit instant en mode ah, une piste. Il y a une petite piste à explorer là, ça me fait du bien, ça crée un peu de dopamine chez moi. Mais le plus dur après, c'est quand ça va redescendre, parce que ça va redescendre cette satisfaction émotionnelle là de tu devrais essayer ça, ça pourrait marcher. Après, faut commencer à s'y mettre. Et là, c'est pas forcément agréable. C'est ça qui est compliqué à comprendre pour les gens des fois, c'est que guérir n'est pas forcément quelque chose d'agréable en fait. Bien faire les choses, faire la chose qui va te C'est ça guérir qui au est long terme, contre-intuitif. n'est Guérir n'est pas pas forcément forcément agréable. agréable. C'est ça le Ah truc. ouais. Le chemin Et de la ça, c'est guérison un... n'est pas forcément agréable. Oh, Le lâcher prise n'est pas forcément agréable. et une des Se premières choses confronter à qui est l'événement n'est importante, pas forcément agréable.
La première chose auquel je suis confronté avec mes clients et que je leur précise dès le début, c'est d'avoir le bon indicateur de guérison. Parce que tu vois, quand tu guéris quelque chose, surtout quelque chose qui est intense comme ça, tu veux savoir où t'en es, tu vois. Tu veux savoir si ce que Oui. tu fais marche, c'est naturel. C'est pas un problème en soi. Le problème en soi, c'est que les plupart des gens ont un mauvais indicateur, qui est comment je me sens en fait. Donc si je me sens bien, ça veut dire que je suis en train de guérir. Si je me sens mal, ça veut dire que je suis en train de reculer dans ma guérison. Et donc tout devient une histoire de performance face à l'anxiété, de je ne dois pas être anxieux en fait. Alors que le vrai indicateur de guérison, c'est ce que moi j'appelle les pensées de renonciation. Combien de fois tu vas renoncer à aller sur Internet? Combien de fois tu vas renoncer à faire cette collecte d'informations excessive? Et sur le moment, c'est pas agréable parce que surtout au début, tu as des effets de manque en fait. Ton corps est en mode tu fais quoi là? Normalement, on va sur Internet, pourquoi t'es pas sur Internet là? Là, tu nous laisses tout seul, etc. Tu vas avoir vraiment une sensation de. Moi, je me rappelle, c'était une impression de prise de risque. Tu as l'impression de prendre un risque en cédant pas au mécanisme. Tu as une impression de laisser l'anxiété gagner. Tu te dis, vas-y, je suis en train de laisser l'anxiété gagner, là, on ne réagissant pas. Donc, c'est très négatif au début. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre les rouages pour avoir assez confiance au processus. Donc, c'est ce que j'essaie de faire le mieux possible. Moi, c'est d'expliquer le truc parce que j'ai conscience que c'est très contre-intuitif comme méthode, quoi. Puis j'irai même plus loin, c'est que on ne t'a peut-être même pas appris ça. C'est une théorie qui est très personnelle, je te la livre aujourd'hui. Parce que Dis-moi, ouais. Ça m'intéresse. cette réflexion de un an m'a généré des choses. Je pense que quand tu es petit, quand tu es face à une épreuve qui est pénible, que tu es tout seul dans ta tête, c'est pas, tu as peut-être 6 ans ou 8 ans, Hmm. on ne t'apprend peut-être pas tout le temps que se confronter à une épreuve qui est pas agréable, c'est une bonne chose. Et le garçon, le petit garçon, la petite fille peut se dire, bah, je ne dois pas, parce que j'en ai peur, je ne dois pas y aller. Ça Parce fait que ça mal, va je faire dois mal, éviter. je dois éviter. Et t'as peut-être même pas ce mécanisme en fait tout court de te confronter à ce qui fait peur, Hmm. à ce qui fait mal, en te disant, comme tu viens de dire très sagement, si ça fait mal, c'est peut-être que c'est en guérison. Bien sûr. Et non pas que ça s'aggrave. Mais ça, Et si tu ne sais entièrement pas, si on ne te d'accord. l'a pas appris, comment est-ce que tu peux avancer sur Terre? Dans plein d'autres domaines, dans la reconquête amoureuse, le lâcher Mhm. prise, le silence radio, c'est ce qu'on apprend aussi. Il y a tout un tas de mécanismes qui sont assez contre-intuitifs et qui te mènent Mhm. à une voie qui est vachement plus heureuse. Mais tant que tu n'as pas appris ce mécanisme contre-intuitif de lâcher prise sur ce qui te fait du bien temporairement, pour le long terme, t'es foutu. Ouais, t'as la peur qui vient, tu dis si je fais rien, mon ex va partir, mon ex je vais la perdre, C'est etc. ça. Cette notion d'action, ouais. Mais c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de clients qui sont, ça peut être des gens qui ont des gros traumatismes d'enfance, mais à l'inverse, ça peut être des gens qui ont juste été surprotégés, des gens qui ont été extrêmement aimés par leurs parents, mais tellement Oui. surprotégés qu'ils n'ont jamais été confrontés à cette notion de difficulté et qui, dès qu'ils arrivent à l'âge adulte, bam, ça arrive d'un coup et c'est compliqué. Après, on va retrouver le numéro 4 qui est la vérification des conditions de sécurité. Donc ça, c'est tout ce qui va être les TOC. Les TOC, en fait, c'est des vérifications des conditions de sécurité. Ça peut être des TOC irrationnels, comme se laver les mains. Tu as besoin de te laver les mains pour te sentir bien. Tu as besoin de fermer la porte pour te sentir bien. Ça peut être plus rationnel pour les agoraphobes, par exemple. Quand ils vont au restaurant, ils veulent toujours voir où est la porte de sortie. Les claustrophobes, un peu pareil. Vérifier si sur eux, ils ont un anxiolytique ou quoi. Donc, des vérifications, en gros, de ton environnement extérieur pour se sentir bien intérieurement. Après, on va passer au numéro 5, qui est les rendez-vous médicaux excessifs. Donc là, on est très spécifique sur l'hypocondrie. Donc quelqu'un qui va aller voir une, deux, trois fois, quatre fois le même spécialiste, le même cardiologue, pour lui dire j'ai encore des extrasystoles, on me dit que c'est mon stress, mais je vais quand même faire un examen. Donc ça, voilà, très spécifique aux hypochondriaques. Après, on va retrouver les outils de gestion et de prévention de l'angoisse, donc les mécanismes 6 et 7. En gros, des hacks, et là j'ai beaucoup de... Je contredis certains de mes collègues, certaines pratiques dont le but est, en gros, tu te dis, si je fais ça, j'ai moins de chances d'être anxieux. Donc, si on prend par exemple les exercices de respiration, par exemple, Oui. tout ce qui est cohérence cardiaque, synchroniser ta respiration avec ton rythme cardiaque, etc., c'est en effet des pratiques qui ont été prouvées d'avoir sur le court terme un effet positif contre l'angoisse. Mais comme tout CCR, le reste se produit exactement comme tout CCR, une baisse de la résilience, et comme n'importe quel CCR. Donc toutes les techniques que tu fais en te disant, soit si je fais ça, j'ai moins de chances d'être anxieux, soit là je suis anxieux et si je fais ça, je vais vite diminuer Tu as des l'intensité de mon exemples des angoisse. 6 et 7, outils externes de prévention et outils externes de gestion de crise? Ouais, donc cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi là-dessus. Donc l'explication, je vous la donne. Ça marche très très bien en court terme, mais ça baisse la résilience à long terme.
tout ce qui va être la relaxation de manière générale. C'est pour ça, tu vois, moi je parle beaucoup de méditation, mais je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait les gens, en tout cas en France, avaient une vision de la méditation qui était très erronée et ils mettaient tout dans le même panier. La méditation, c'est pas la méditation guidée. La méditation guidée, c'est bien pour apprendre la méditation, mais ça reste en soi de la relaxation, c'est pas de la méditation. La vraie méditation, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, c'est en gros un exercice que tu vas faire où tu vas baisser tout stimulus au point d'avoir qu'un seul stimulus à faible intensité, donc ton souffle. Tu te mets dans le silence et tu te concentres sur ton souffle, ou tu mets des bruits ambiants, d'oiseaux, d'environnement, etc. Et en gros, c'est un exercice où tu mets un timer. Donc moi, je conseille vraiment de Je commencer connais très ça, bas oui, oui. à 3 minutes, et juste tu te mets ton attention sur le stimulus. Inévitablement, tu vas t'égarer. Tu remarques que Ouais. tu t'es égaré et tu te remets. Et donc, tu vois, c'est pas du tout la même chose, et c'est extrêmement pénible au court terme. Et il y a énormément de gens qui me disent non, c'est pas bien la méditation, moi je me sens plus anxieux quand je la fais. Donc c'est là pourquoi je rappelle que c'est bon, important d'avoir le bon indicateur. C'est pas censé être bénéfique au court terme, mais la méditation, ça permet au long terme d'améliorer tes muscles de la pleine conscience et de la conscience de toi. Donc en gros, ta capacité, ton muscle de ton cerveau pour être dans l'instant présent et ton muscle de ton cerveau pour te rendre compte de ce que tu fais. Donc ça, c'est important dans la guérison. Donc t'es pas pour. Petit bambou, non. Bah si, t'as un petit bambou, ils t'apprennent à méditer, mais pour moi, petit bambou devrait t'encourager au bout d'un moment à être autonome. Parce que c'est Ouais. là où, quand tu commences à faire la méditation autonome, que tu as les vrais bénéfices. Moi, de toute façon, j'ai alimenté, j'ai catalysé ma guérison avec la méditation. Et au début, je faisais de la relaxation, ça marchait pas. C'est quand j'ai vraiment commencé à faire de la vraie méditation autonome que j'ai vu, en effet, ouais, au bout de 2 semaines, Ah, waouh, ok, tu sens je que. comprends la différence entre les deux. Mais t'es obligé de commencer par la guider, tu vois. Donc après, voilà, t'as d'autres techniques comme tout ce qui est les techniques de l'élastique, le tapping, des trucs. De toute façon, les gens se doutent que c'est un truc un peu bizarre. Donc voilà, c'est les 7. Après, on a numéro 8, la discipline excessive. Donc c'est les gens, les Sport, personnes. Ouais, quotidien moi j'avais rythmé. ça. Moi j'avais le sport. Moi je me suis dit, j'ai fait du sport hein, une fois, j'ai commencé la muscu quand j'étais anxieux et je me sentais tellement bien après avoir commencé que je me suis dit, ça y est, je peux plus être anxieux, je fais du sport. Et du coup, évidemment, non. Mais j'avais plein de disciplines, le sport, bien manger, pas prendre d'alcool, se lever à certaines heures, etc. Parce qu'on disait dans tous les trucs de développement personnel, oui, si tu fais ça, mon chat qui passe, si tu fais ça, tu vas être mieux, tu vas aller mieux. Est-ce qu'un chat vient baisser la... C'est ce qui se dit sur les Dis réseaux bonjour, sociaux. Est-ce Oliver. qu'un chat vient baisser l'anxiété? Écoute, moi, je me Ça peut rappelle pas avec être ce un chat, hasard que t'es pas un j'ai fait ma chien, que t'es un dernière crise chat. d'angoisse avec lui dans mes bras, pour Ah te oui. dire. Je me rappelle très bien la dernière crise d'angoisse que j'ai fait avec lui dans mes bras. Oui, faut pas non plus penser que tout vient de là, mais il y a clairement que du positif qui vient avoir un chat, c'est sûr. Ok. Donc discipline excessive, sport, Discipline même excessive, donc au voilà. En fait, quotidien. quand tu ressens, même des choses qui sont saines indiscutablement, quand tu commences à te dire, ouais, là j'arrive à un point où je me mets une pression et je me sens très coupable quand je ne respecte pas ma routine que je me suis fixée, là tu es sur une discipline excessive. Il faut que tu puisses te donner de l'espace de juste pas être discipliné en fait. Que ce soit Ah, c'est pendant un jour ou fou deux ça. ou... Tu viens de me mettre un coup au moral. Moi, ma discipline quotidienne, c'est celle qui me sauve. Tu Est-ce que penses que c'est le c'est... cas. En fait, est-ce qu'elle me sauve Mais de t'en as mon pas besoin anxiété Antoine. ou est-ce qu'elle est en train de m'emprisonner? C'est une révélation ce que tu es en train de me dire. Je les ai tous lus à l'époque, je l'avais oublié celui-là. Ma discipline, Tu tous mes considères que ta discipline qui est rituels. excessive toi? J'ai une vie qui est extrêmement disciplinée. Je me lève à telle heure Hmm. le matin, je mange tel type de choses. J'ai toujours mon téléphone sur toutes mes vidéos. Quand je donne l'exemple, le téléphone il est toujours à droite, pile au même endroit. J'ai toujours enfin, ça paraît bête, mais mes clés sont toujours au même endroit. Il y a un nombre de gestes, de choses à faire, de trucs. Ça te C'est pas rassure. du toc, mais on est quand même Ça pas te loin, quoi. rassure. Ça crée un environnement où tu te Ça me sens... rassure. En fait, tu Et en fait, je me crée une outsources. prison. Je viens de le découvrir ce soir. En fait, en voulant outsourcer ta sérénité, tu n'en es pas propriétaire, du coup. Hmm. Tu n'as pas besoin. En fait, c'est pas que c'est mal d'avoir une discipline. C'est qu'il faut vraiment que tu comprennes en fait, que tu n'en as pas besoin, en fait. Ouais. Et moi, je reste quelqu'un de plutôt discipliné, on va dire. Tu vois, genre, j'ai une discipline de publier 5 vidéos par semaine, ce qui est assez élevé. Je fais régulièrement du sport, même si des fois, moins que d'autres, mais j'ai jamais arrêté le sport. Il y a plein de trucs par lesquels je suis discipliné, mais j'ai appris avec le temps à... Ouais, j'ai pas envie d'aller au sport aujourd'hui, tu vois. Ouais, j'ai pas envie de travailler, ouais, j'ai Incroyable. envie de prendre un day off, tu vois, genre...
c'est une histoire de mélange, mais garde ce côté positif chez toi, parce que pour tout ce qui est rationnel, le business, etc., c'est trop bien. Alors, par contre, Mais pour en le business, effet, pour le boulot, c'est efficace. Hein. ah, T'es bah oui. carré, t'es tout qui avance, il n'y a aucune tâche qui est mise de côté. Mais il faut que tu puisses faire Faut, les deux. Il faut que tu puisses être faut que je un puisse mec faire, faut que je hyper puisse être bordélique. focus et un mec qui puisse être en mode, vas-y, cette fois, je fais rien. T'as Moi, ça raison. m'arrive, des fois, je fais rien pendant 2 jours. Le point suivant, c'est les co-ruminations. Qu'est-ce que c'est qu'une... Je connais une rumination, je connais une complainte. C'est quoi une co-rumination? La corrélation, c'est quand tu vas voir un copain ou une amie qui, elle aussi, est anxieuse et donc vous allez vous plaindre chacun de vos problèmes. Donc, vous allez rester dans cet environnement anxieux. D'accord? Mais Ouais, ça peut aussi être juste la complainte. Donc, c'est quand c'est que toi, tu vas te plaindre de ton anxiété, mais aussi de manière générale de tout. Parce que se plaindre, pourquoi on le fait? Les gens qui se plaignent beaucoup, pourquoi ils le font? Parce que ça fait du bien de se plaindre. Ça soulage le stress. ouais. C'est un moyen très efficace de soulager le stress au court terme. Donc, même mécanisme. Donc, ouais, une des façons de moins être anxieux, c'est d'arrêter de se plaindre. C'est comme ça. L'idée, pour moi, c'est de garder une honnêteté émotionnelle. Et la règle que j'utilise, c'est tu dis les choses une fois, mais pas deux. Donc, tu dis Ouais. les choses, tu ne Très caches bon, c'est rien, très très bon tu ça. ne t'isoles pas, d'accord? C'est très important de ne pas s'isoler. Tu dis les choses une fois, mais pas deux. Quand vois que la personne en a conscience, c'est tout, pas besoin de surenchérir Hmm. dessus. Donc, c'est évidemment un équilibre à trouver. Après, on arrive sur le numéro 10, c'est la gratification instantanée. Donc ça, la gratification instantanée. Donc ça, c'est le mal du siècle, TikTok, hein, avec les... Instagram, Facebook, tout ce qui scrolle. tout ce qui va être en fait un moyen d'obtenir rapidement, facilement, gratuitement, efficacement la dopamine. Hmm. Ouais, on va retrouver le scrolling, hein, en coupable numéro un, qui a pris un peu sa forme finale avec le scrolling des vidéos verticales, où tu sais En pas vidéo quelle vidéo affinée, va ouais. venir après. Donc c'est Ouais, vraiment oui. des mécanismes inspirés sur le casino, tout simplement. Mais ça peut être vraiment tout n'importe quoi, parce que quelqu'un va supprimer TikTok en général ou Instagram et il va aller sur ses photos tout le temps, il va aller sur son compte en banque, tu trouves toujours un truc à regarder. En fait, une manière de te stimuler, en général via l'écran. Et le problème, c'est pas de scroller en soi. Le problème, c'est de scroller compulsivement. Donc, c'est-à-dire, Bourse, email, SMS, contact, WhatsApp, TikTok, toute notif. J'ai même un ami qui passait son temps à regarder bêtement l'heure. Et il la regardait ouais, toutes les 30 secondes, l'heure. Et ouais. il dit c'est marrant, chaque fois que je la regarde, je ne remarque même pas quelle heure il est en fait. Parce qu'en Je ne sais fait, même pas quelle heure il est. il veut masquer l'émotion négative qu'il ressent. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était quand je travaillais, tu vois, je travaillais, et je finissais une tâche, et je devais enchaîner sur la tâche d'après. Quand tu travailles, c'est un inconfort de passer d'une tâche à une autre, ça crée un stress en fonction de la tâche. C'est là où je prenais mon téléphone, mais sans même m'en rendre compte, en fait. Parce que tu as un stress et tu as compris, ton cerveau a compris que prendre ton téléphone et le stimuler avec de l'information, peu importe quelle information c'est, c'est pour ça que tu peux aussi être addict aux informations, tu vois, ça te permet de te distraire et de baisser le stress. Ouais, Et donc ça, si vous voulez un conseil radical, supprimez vos applis de votre téléphone, mais continuez à les utiliser sur votre ordinateur. Parce que vous pouvez quand même utiliser votre contenu réseau social qui a plein de côtés positifs, énormément de côtés positifs, mais vous retirez l'aspect compulsif où c'est à votre portée de main et vous l'avez toujours sur vous. Là, vous aurez besoin de ouais. vous poser sur votre ordi, ouvrir, etc. Donc il y aura un engagement qui sera beaucoup moins compulsif. Et après, évidemment, tu as tout ce qui va être la vapote. Donc on parle beaucoup de cigarettes, mais la vapote électronique, Ouais. il y a un côté très gratification instantanée parce que toi, tu prends beaucoup plus de taf avec la vapote. Tu as un nombre limité de taf que tu peux prendre. On va retrouver aussi la nourriture, la malbouffe, manger. Ça, c'est un des troubles alimentaires, donc il faut voir des spécialistes par rapport à ça. Mais c'est clairement les gens qui ont du mal à perdre du poids, les gens qui ont ce problème avec l'alimentation, c'est émotionnel comme problème. Ouais. C'est un problème qui est émotionnel avant qu'il soit métabolique, tu vois. C'est clairement un problème émotionnel. Et après, tu as tout ce qui va être les films pour adultes aussi. Voilà, toutes ces méthodes d'obtenir rapidement, de manière très intense, la dopamine sans faire d'effort. Tu vois. Le moins d'efforts tu as à faire mais quand même obtenir une récompense, plus ça rentre dans la catégorie gratification instantanée. Et donc c'est Ok. évidemment la pire chose. Et après, on rentre sur le dernier, du coup, mécanisme physique, c'est les compléments alimentaires. Donc là, un autre sujet, les sujets où j'ai du plus de mal à convaincre les gens, c'est ChatGPT et les compléments T'es le, alimentaires. Parce Écoute, qu'il y a t'es mon toute une deuxième industrie spécialiste en une derrière. semaine qui vient critiquer les compléments alimentaires. Je t'ai parlé de Dr Sikora tout à l'heure, bah, il a dit que, Hmm. il a dit tant que les gens pensent dans leur tête que ça fonctionne, il faut le garder, sinon très potentiellement ça ne sert pas à grand chose dans ta En vie. fait, c'est même pas une histoire de. Même si on prend vraiment le scénario le plus positif pour les compléments alimentaires et on admet que oui, il y a un effet qui n'est pas placebo et qui est bénéfique. Même dans ce cas-là, tout effet bénéfique que ça pourra t'apporter sera complètement écrasé
par le simple fait que tous les jours, tu dois prendre ton médicament et que tous les jours, tu rappelles à ton cerveau, je suis une personne avec un problème. Juste ça, c'est juste ça. Ça détruit tous les bénéfices et ça t'enferme. Tous les jours, tu te rappelles, voilà, t'es pas quelqu'un de normal, t'es quelqu'un d'anxieux. Vas-y, pense à l'anxiété maintenant. Pense à l'anxiété, t'es Ok. quelqu'un d'anxieux. Je vais tous les jeter, j'en Juste ai des ça. armoires entières, évidemment. Évidemment. Après, s'ils sont pas liés à l'anxiété, trop bien, tu vois. Mais si tu les prends, honnêtement, juste pour l'anxiété, en te disant, je vais prendre ce magnésium, je vais prendre ce zinc parce que ça va me permettre d'éliminer mon anxiété, de la réduire, d'équilibrer mon système nerveux, je sais pas quoi, faut que t'arrêtes. Si t'as une alimentation qui est équilibrée, et il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est impossible d'avoir une alimentation équilibrée sans complémentation, c'est un effort, hein, faut pas se mentir. Avoir une alimentation équilibrée, c'est un vrai effort qu'il faut faire. Bien sûr. Mais c'est clairement possible d'avoir tout ce qu'il te faut avec ton alimentation. C'est à moins d'avoir vraiment un cas particulier. Et dans tous les cas, ce ne sera pas un rapport avec l'anxiété. Tu peux pas vraiment avoir des compléments. Moi, tu vois, j'en ai pris à un moment pour mon ventre, j'ai un problème de ventre, ça a très bien marché. Tu vois, mais par rapport à l'anxiété, non. Non. Oui, je comprends, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Cherchez à augmenter votre résilience émotionnelle plutôt qu'à chercher des excuses de ne pas avoir à le faire, en fait. Et des Oui. moyens faciles de ne pas avoir à le faire, tu vois. Et l'idée, c'est pas d'éviter l'angoisse, c'est d'arriver à un stade où n'importe quelle angoisse que tu peux ressentir, ça sera pas psychiatrisé. C'est ce qu'on appelle un peu le Oui. stade ultime de la guérison. C'est ce que j'appelle la liberté émotionnelle. C'est quand tu peux ressentir n'importe quelle émotion sans la psychiatriser. Et ça, tu l'atteins en arrêtant clairement les mécanismes, en commençant par les physiques. Et donc là, tu vois, les 12 que je viens de te mentionner, c'est vraiment le truc que je fais dès le début. C'est le conseil que je donne qui est le responsable le plus de la réputation que j'ai. Parce que c'est dur au début, mais les résultats sont indéniables. Évidemment, il faut avoir le courage de les arrêter. Pour certains, c'est plus compliqué que d'autres. Mais ceux qui le font, les résultats, ils sont, au bout d'un mois, indéniables. Et On ça cite marche. rapidement les autres avant de passer au profil Ouais. psychologique. Les autres, c'est Crystal. les mécanismes cognitifs. Donc, c'est des mécanismes que tu vas pas faire physiquement. Donc là, je vous encourage à voir les vidéos que j'ai fait parce que c'est plus compliqué comme mécanisme. C'est pas un mécanisme que tu arrêtes en voulant arrêter de le faire. Ça va être le crystal bowling, le fait de prédire le futur. T'as pas besoin de prédire le futur. Moi, c'est un truc que je ne fais plus. T'as le listing de réassurance quand tu vas faire une liste de pour et contre une angoisse que tu as. J'ai peur d'avoir un cancer. Tu mets des arguments pourquoi tu auras un cancer et pour lequel tu n'aurais pas. Après, on va retrouver le chercher à comprendre. Quand tu ressens une émotion, une pensée, une sensation qui est inconfortable et que tu te dis, faut que je trouve la solution, parce que si je trouve la solution, je peux faire en sorte qu'elle ne revienne plus jamais. Donc on est vraiment sur la non-acceptation. Le désintérêt forcé, quand tu dis en gros, faut pas que j'y pense. Faut pas que j'y pense, faut pas que je pense à ça, faut que je me distrais. C'est le désintérêt forcé. Après, on va retrouver la réassurance neurolinguistique. Donc, autre contradiction que j'ai avec pas mal de gens dans le milieu, tout ce qui est affirmation positive. Pour les gens anxieux, c'est très néfaste parce que c'est très efficace au court terme et du coup ça crée une dépense, une accoutumance, tout ce qui va Ouais. te dire ça va aller, tout va bien, t'inquiète pas, etc. Faut lâcher tout ça aussi. La comparaison à autrui, quand tu te compares aux autres, mais aussi quand tu te compares à toi avant l'anxiété, ce qui arrive beaucoup dans les gens qui ont une anxiété qui les a marqués du jour au lendemain. Et puis le dernier, c'est la rumination de certitude, donc c'est tout ce qui va être... je sais pas si tu as déjà eu une conversation un peu qui s'est mal passée avec quelqu'un, et le soir, tu as eu du mal à dormir parce que tu réfléchissais à ce que tu aurais dû dire. Tu vois. Totalement. Ça montre vraiment à quel Totalement, oui. point la certitude, J'ai c'est la la certitude que ça façon se passera d'être. comme ci ou comme ça. Totalement. Voilà. Ou la chercher. Voilà ce que j'aurais dû lui dire exactement mot par C'est mot. ça, C'est la ouais. meilleure façon d'être obsessionnel par rapport à quelque chose. Donc quand quand arrêtes ce mécanisme-là, tu apprends l'inconfort de l'incertitude et l'accepter, etc. Donc ça, c'est des mécanismes un peu plus compliqués. On les arrête avec beaucoup plus de patience. Ça passe en gros par de l'observation et beaucoup de journaling. Donc en gros, t'écris les phrases que tu dis quand tu fais ces mécanismes-là pour arriver à un point Ok. où tu les connais tellement par cœur que tu as la flemme de les reproduire, de t'engager envers ces mécanismes. Après ça, rumination de certitude, restriction contre perte de contrôle, évitement de la situation anxiogène, automutilation. La restriction et l'évitement, c'est soit quand tu vas pas faire quelque chose que tu as peur de perdre le contrôle. Donc par exemple, la classique, un anxieux va pas prendre de bière avec ses copains parce qu'il se dit c'est de l'alcool, faut pas que je le fasse. Si je prends de l'alcool, je peux être anxieux. Donc il aurait voulu le faire, mais il le fait pas. Et Oui. l'évitement, là, ça va plutôt être tu veux pas aller à l'école, tu n'as pas forcément envie d'y aller, mais il faut que tu le fasses. Et que
quand tu prends la décision d'éviter de le faire, c'est de l'évitement. Et puis après, ouais, les deux derniers, c'est l'automutilation et l'addiction à une substance. Donc ça, c'est vraiment à voir vraiment avec un médecin. On voit que certains sont un peu plus simples de compréhension au début, et on arrive sur du plus complexe qui nécessite parfois du cas par cas, ou d'aller voir un docteur, ou une formation spécifique sur chacun des points. Je trouve ça mais super intéressant. Je vais mettre le lien vers ton site et vers ta chaîne juste sous cette vidéo. Je sais que la dernière fois, beaucoup de gens avaient été intéressés. Je te liste des profils dont on parle souvent sur ma chaîne, notamment dans les relations amoureuses. Est-ce que ces profils peuvent être vulnérables, plus vulnérables que d'autres, à de l'anxiété? Comme par exemple attachement anxieux, attachement évitant, dépendance affective, TDAH, haut potentiel, borderline. Quels sont ceux que tu rencontres le plus dans ta pratique et tu te dis, ouais, lui, c'est vrai que, je sais pas, il est TDAH, il y a plus de chances qu'il le soit. TDAH, bah, il y a beaucoup de désaccords en plus en ce moment. Est-ce qu'on diagnostique trop les TDAH? Est-ce qu'on le faisait juste pas assez avant? Il y a une contestation du diagnostic de TDAH. Dans tous les cas, si vous avez des suspicions, le mécanisme sur lequel vous devez vraiment vous focus, c'est la gratification instantanée. Parce que ce soit un vrai TDAH ou un TDAH justement qui est causé, moi je pense qu'il y a énormément de TDAH qui sont des entre guillemets faux TDAH, mais qui sont causés par le scrolling, en fait qui sont causés par le fait de se drainer tous les jours de sa dopamine avec le scrolling. Dans tous les cas, en fait, tu t'en fous de savoir si tu es diagnostiqué ou pas, arrêtez de scroller, donc prends la décision de supprimer les applis et d'utiliser seulement sur ton ordinateur, tu verras clairement une amélioration. Un truc qui est capital, que je dois vous donner avant la fin, c'est que par rapport au mécanisme physique, l'enjeu que tu vas ressentir, c'est quelque chose que vous pouvez noter, c'est important, c'est ce qu'on appelle le seuil de réactivité. Donc c'est en gros, tu sais que tu ne dois pas faire un mécanisme comme aller sur le chat GPT, mais des fois, ton angoisse, en fonction de sa durée et de son intensité, donc c'est les deux facteurs qui déterminent le seuil de réactivité de quelqu'un, soit elle va être trop intense d'un coup, soit elle va être trop longue, soit les deux en même temps, et du coup ça va créer ce qu'on appelle une compulsion. Cette compulsion, en gros, c'est quand tu te dis non mais là c'est trop, faut que je fasse quelque chose. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça. Non, là, l'émotion qui me submerge est trop intense, je dois agir. C'est ça une compulsion. Ton anxiété, la guérison de votre anxiété va être rythmée par ces moments-là. En fait, c'est là où tout se joue. C'est des moments critiques, et donc c'est pour ça que c'est hyper important que vous retenez ça. C'est là où tout se joue. Tu vas vivre ta vie, normalement. Tu attends en gros la prochaine fois que tu vas être vraiment anxieux et que tu vas atteindre ton seuil de réactivité par rapport à n'importe quel sujet. Et là, tu vas avoir le choix de soit céder, obtenir un soulagement court terme, mais amplifier ton problème au long terme, soit de renoncer. Donc ça peut être plus dur sur le court terme, mais du coup d'avancer. Et du coup, les personnes avec borderline, des troubles comme ça va être plus dur pour eux, du coup, ce seuil de réactivité, parce que l'émotion va être très forte, la compulsion va être très forte aussi. Donc c'est là où ils ont en effet une difficulté. Dans certains cas de figure, on parle d'anxiété fantôme, c'est bien ça, où on n'arrive pas à trouver le déclencheur. En général, ouais, tu as une période un peu latente, soit ça peut être toute ta vie, toute ton enfance, tu as une tendance un peu au contrôle, mais ça va, c'était pas trop prononcé. Mais en général, moi, je parle d'un événement émotionnellement traumatisant. Et c'est marrant parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a le décès d'un proche, confrontation avec la mort. Donc c'est ce que j'ai eu. Même si c'est pas vraiment arrivé, le fait d'être confronté à la mort. Une relation justement avec une personne avec un trouble narcissique. Une personne toxique, en général, soit sociopathe, soit narcissique, soit machiavélique ou quoi. Donc là, il y a une grosse atteinte clairement psychologique qui crée une souffrance énorme. Et après, on va retrouver tout simplement le fait de faire une crise d'angoisse très, très intense un jour. En gros, c'est... Et une rupture amoureuse ? Et une rupture amoureuse, ouais, aussi. Mais une rupture amoureuse, si c'est une rupture amoureuse d'une relation saine, ça va. Tu vois, c'est vraiment quand c'est une relation toxique où ça peut avoir des risques. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps ressent tellement de souffrance qu'il se dit, là c'est trop, plus jamais ça. Et c'est là où il va cristalliser un peu quasiment instantanément cette tendance au contrôle, à la réassurance, à la certitude pour trouver de manière un peu désespérée un soulagement à la souffrance. Et qui après se matérialise du coup en ces 22 mécanismes que la personne adopte du jour au lendemain, ou du jour au lendemain elle commence à aller sur internet, elle se réassure, elle met en place tous ces mécanismes-là. Donc ouais, clairement, moi je parle beaucoup d'éléments émotionnellement traumatisants et c'est souvent ce que je t'ai cité. Ouais. Ok. Lorsque tes clients viennent te voir, majoritairement statistiquement, donc on est sur confrontation à la mort, c'est ça? Tu m'as dit éventuellement une rupture amoureuse ou un événement traumatisant tout court, c'est ça? Qui est le déclencheur. Et est-ce que certains d'entre eux ne savent même pas d'où ça vient? Ils sont juste ces angoisses. Il y a toujours un truc. Des fois, ça peut être plusieurs événements. Des fois, il y a des gens qui ont juste enchaîné les traumas toute leur vie.
Mais il y a toujours un truc que tu peux identifier. Mais en fait, ça sert pas à grand chose. En tout cas, pas dans le travail que moi je fais avec ces gens-là. C'est plutôt le travail qu'ils vont faire avec leur psy où ils vont regarder les implications de cet événement. Avec moi, mon job, c'est là, arrêter vos mécanismes en gros. Et D'accord. tout ça, vous le faites plutôt avec votre psy si vous ressentez un besoin de clarifier tout ça. Mais dans le cadre de l'arrêt des CCR, ça peut être utile en effet de connaître ces traumas pour savoir quand est-ce que tu as du coup déclenché ce mécanisme-là. Donc ça peut te permettre de retracer et voir ah bah voilà comment tu Oui. faisais avant, etc. Mais en dehors de ça, pas vraiment d'importance au final. C'est quoi le taux de réussite pour quelqu'un qui vient te voir, pour quelqu'un qui va voir un psy, pour quelqu'un qui va voir un thérapeute? Je sais pas, on parle de l'arrêt du tabac, on dit que par exemple certaines techniques Hmm. marchent à 60%, d'autres, le livre marche à je sais pas quoi, à 43%. Est-ce qu'on peut tous s'en sortir? Est-ce que certains sont condamnés à devoir ne pas y arriver ou à prendre des médocs lourds pour s'en sortir? C'est quoi un bon taux de réussite ou c'est quoi ce que tu observes? Personnellement, moi, tous ceux que j'ai en coaching, donc tous ceux que je vois, on est sur clairement du quasi 100% de ceux qui valident la méthode, parce qu'il y en a qui sont en remise en question de la méthode, pour au moins l'arrêt au moins le soulagement du côté dysfonctionnel de l'angoisse. Donc, c'est-à-dire des gens qui n'arrivaient pas à conduire pour qui reprennent la conduite, des gens qui ne faisaient plus des choses dans leur vie et qui en reprennent une vie normale. Là, avec l'arrêt des physiques, c'est pour ça que je pense que c'est un peu ce conseil-là qui a fait ma réputation. Là, on est sur du clairement 100% à partir du moment où tu le fais. Ok, Je n'ai toujours pas rencontré une personne qui a encore des problèmes dysfonctionnels d'anxiété, mais qui ne fait aucun mécanisme physique, pour te ok. dire. Et Après, pour pour les l'arrêt cas des les plus cognitifs, graves, pour les cas qui sont les plus compliqués, c'est quoi la suite? c'est plutôt une histoire de patience, en fait. C'est une histoire de... Ouais, c'est une histoire de patience. Ça va prendre du temps et il faut être patient. C'est l'arrêt des cognitifs, du coup. Donc, c'est beaucoup d'observation. En fait, t'apprends l'observation. T'apprends à observer les phrases que tu dis dans ta tête, à les noter, à les connaître par cœur. Et donc ça peut prendre... Pour une personne qui, par exemple, fait de la méditation, ça va être plus rapide parce que tu as une meilleure conscience de soi. Pour des personnes avec des capacités innées, en fait, d'observation personnelle, vont prendre plus de temps que d'autres. Mais pour moi, à partir du moment où tu as décidé que ton objectif, ça allait être le bon, que tu sors de l'objectif de éviter les symptômes au court terme, mais de comprendre les réactions que tu as, la ligne est floue, en fait, c'est ça qui est... Je pourrais pas avoir vraiment de réponse hyper aiguë à ton sujet, à ça, mais En fait, la ligne est je floue et te... au bout d'un moment, les gens arrivent à un état de satisfaction. Moi, mon état de satisfaction, il est très haut. Moi, c'était vraiment, je veux vraiment ne plus avoir peur du tout de l'anxiété. Je veux plus jamais l'éviter. Et c'est aussi pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Je peux parler de l'anxiété, un sujet qui m'a terrorisé pendant des années, auquel juste le mot qu'on me disait, mais des gens au quotidien. Et ça ne m'affecte pas. Et quand ça On te disait m'affecte, un mot quotidien qui te déclenchait ton anxiété? bah, l'anxiété en général, tu me parles du sujet de l'anxiété, pour moi, Ah, c'est du j'en sujet de veux plus. l'anxiété. T'en as fait ton Je veux métier derrière, plus. mais c'est incroyable aujourd'hui. Ouais, C'est parce que incroyable. c'est une histoire d'une espèce de, ouais, d'envie ouais, de grinta, je sais pas, je suis un peu comme ça, où j'ai un objectif, vas-y, Hmm. je veux accomplir le truc. Et ouais, tu sais, quand j'ai commencé le coaching, ça m'a permis de voir aussi, ah ouais, tu vois, ça, ce côté-là, tu t'avais pas ressenti cette angoisse pendant genre 2 ans, parce que tu t'es pas confronté à ça. Et le fait de commencer à faire du coaching, dire, ah putain, tu peux quand même améliorer ce côté-là encore, t'as encore un peut-être nécessaire que tu fais par rapport à ça. Donc la ligne est floue, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, t'atteins un niveau de satisfaction. Moi, par exemple, tu donnes beaucoup de contenu en ligne de manière gratuite. Ouais. Enfin, moi, grâce à ça, après ça, j'étais peut-être modérément anxieux. Même Mm. si ou peut-être j'étais en fin de parcours de psy, tu vois, avoir déjà résolu Mm. une bonne partie. Mais moi, tu vois, ton contenu m'a suffi gratuitement. À partir de quand est-ce qu'on va consulter un coach, un thérapeute, un psy? Et à partir de quand est-ce qu'on se médicalise dedans, tu vois? Et j'ai l'impression que la réponse que tu me dis, c'est on va consulter quand c'est invalidant pour la vie. J'arrive plus à conduire, j'arrive plus à aller à mon travail, j'arrive plus à avoir une relation saine, je sais pas, avec mon compagnon, ma compagne Mm. à la maison, etc. C'est là le moment où on se dit, généralement, il faut quand même commencer à consulter ou quand on n'arrive plus tout seul. Ouais, pour moi, quand tu as des symptômes dysfonctionnels, en l'hiver, quand tu as des symptômes dysfonctionnels comme ouais, qui impactent ta vie, pour moi, de toute façon, tu perds rien à les consulter. C'est évidemment une contrainte qui est Bien financière, sûr. pas tout le monde ne le peut. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup à avoir aucun de mes contenus n'est derrière un paywall, je dis tout directement et tu peux clairement vivre sur Internet avec, moi, je crois j'ai atteint, je crois, 30 millions de personnes. J'ai eu que 500 clients depuis le début, tu vois, donc tu peux Ouais. très bien vivre de ça. Et, euh, et donc, pas besoin forcément de payer. Là où
la consultation va te permettre d'aller plus vite, si tu veux, d'accélérer en fait ta guérison, mais ne pas penser que si je peux pas me payer un psy, je guérirai jamais. Non, ça peut être prendre un peu plus de temps, mais à partir du moment où tu as le bon objectif, euh, qui est l'arrêt des CCR, moi ce que je fais, c'est vraiment ma mission, c'est que les anxieux deviennent obsédés plus par ne plus être anxieux, mais par leur CCR et raisonner comme ça, même si au début c'est un peu obsessif, parce que c'est évidemment obsessif par rapport à un anxieux, au bout d'un moment, enfin, c'est comme ouvrir la boîte de Pandore, c'est qu'une question de temps, tu vois. C'est quand tu arrêtes d'alimenter un problème, Et la voilà, et après, médication, j'en ai pris de manière ponctuelle, tu vois, et ma psy avait une très bonne approche du sujet, c'était il faut pas souffrir pour rien, et il faut savoir utiliser une béquille qui te permet d'avoir une meilleure marge de travail, tu vois. Et donc, en gros, euh, chez les gens, tu vois, où tu leur dis, vas-y, pour moi, c'est impossible d'arrêter ChatGPT, tu vois. Là, ok, prenez justement une béquille médicamenteuse pour avoir cette hmm, énergie, pour arrêter les CCR. Mais pour moi, évidemment, je suis très frustré par... béquille le temps du travail souvent, c'est ça. Évidemment, et moi, je suis très frustré du coup par ce qu'on appelle l'allopathie complaisance, où c'est... J'appelle ça, c'est un mot que j'ai inventé, qu'en gros, tu donnes des médicaments à quelqu'un et t'es en mode bon on verra, on voit comment ça se passe. Non, il faut Hmm, profiter de ce que ça te donne le médicament parce que ça sera temporaire. Ce que va donner le ouais. médicament sera temporaire, tu pourras pas prendre un médicament pour toujours. Et profite de la marge de travail que donne ce médicament pour faire le travail qui va vraiment avoir un effet long terme, mais qui du coup peut être rendu possible parfois avec le médicament, l'arrêt des CCR. Donc les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre plutôt des antidépresseurs, c'est ça qui va offrir une grosse marge de travail, parce que les anxiolytiques, c'est très rapidement, ça cause beaucoup tout ce qui est benzodiazépine et des problèmes d'accoutumance, mais ça donne une marge de travail. Du coup, ça permet aux Ouais. gens de vas-y, je ressors. Tu vois, s'ils font de la restriction, ils peuvent ressortir grâce à ça. Donc si ça, pour moi, la raison valide, c'est si ça vous permet une marge de travail. En plus, évidemment, de la raison très logique de si tu as un danger à toi-même, si tu as des idées noires, si ta souffrance est Évidemment, ouais. trop. Là, évidemment. Et c'est pour ça que pour moi, même s'il y a ce débat avec les psys en ce moment, les coachs, etc., au moins ceux qui nous écoutent, rentrez dans la team de gardons la nuance et ayez les deux. Ne choisissez pas entre l'un ou l'autre. Les deux, Exactement, prends ce qui marche, que ce vous avez soit besoin des n'importe deux en l'étiquette, fait. Les deux prends sont ce qui marche tant que complémentaires. ça marche. Les deux sont complémentaires. Où est-ce que les gens peuvent te Donc, c'est ça. retrouver? J'imagine sur ton compte TikTok et Alors Instagram et YouTube qu'on mettra en dessous. si vous voulez des formats courts, c'est Instagram, TikTok, ouais, Instagram, TikTok, Facebook aussi maintenant. Mais si vous voulez des formats longs, tous sur les plateformes de podcast, j'ai mon podcast En finir avec l'anxiété, ça s'appelle, où là je Génial. parle vraiment en long format, donc ce sera plus intéressant pour vous, pour vraiment comprendre. Toi, t'en es où là? Parce que j'ai envie un peu de savoir où est-ce que t'en es. Tu viens de découvrir un peu la discipline excessive. Et on va dire ça. Alors tu sais ce que j'hésite à faire dans ce podcast? Parce que à chaque fois que ça m'arrive, à chaque fois qu'on sort et qu'on parle un peu de trucs perso, euh, je dis aux gens pour savoir qui est arrivé ici, parce que je me dis on peut se livrer, ça fait 1 heure qu'on Ouais, enregistre, il restera peu de monde à la fin, tu vois. Et ouais, donc je leur dis pour savoir où est-ce qu'on en est, pour savoir si vous êtes arrivé jusqu'ici, parce que avant de dire des bêtises sur ma vie, je leur dis écrivez un mot-clé dans les commentaires, d'accord. et ça me montrera le nombre de personnes qui arrivent jusque-là dans la vidéo. Hmm. Par exemple, on pourrait mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Courbe. gourde violette dans les commentaires. Je saurai Ok. les gens qui sont arrivés. Sauf que, je te raconte ma vie après, hein. Sauf que quand je Ouais. dis ça, les gens le font. Et derrière, pendant 2 ans, donc j'ai Banane Moisie depuis 6 ans qui pop sur mon téléphone chaque jour parce que j'ai un podcast qui avait cartonné dans lequel au bout de 1h30 je disais mais écrivez Banane Moisie. J'ai Ananas sous-marin, j'en ai quelques-uns. Donc écrivez gourde, et je sais que je suis parti pour 4 ans de gourde mauve, gourde violette dans mes commentaires, C'est et pendant super 4 drôle. ans, mon téléphone, nuit et jour, sonne gourde violette. Et ça me fera plaisir, parce que mon téléphone me sort toutes les notifications. Moi, j'ai eu une phase qui a été déclenchée par un événement compliqué en début de l'an passé. J'avais un vrai passage qui était important. Il y avait aussi pas mal de choses dans ma vie qui étaient compliquées il y a 1 an de ça. Et tout ceci m'a fait des crises d'angoisse. Je reconnais tous les CCR, hein, c'est-à-dire que je les ai pas Hmm. loupés. À 100%, je suis dedans. Peut-être pas les 2-3 derniers qui sont un peu plus graves, mais Ouais. 100%, je suis dedans. Je me suis reconnu dedans. J'ai compris le truc contre-intuitif que tu apprenais. J'aime bien ça. Laisse ça te transpercer. Il y avait un machin dans un karatéka qui disait laisse la douleur, ou comme en judo, c'est attrape Hmm. la force de l'opposant
et ne cherche pas à le bloquer, cherche-le plutôt à faire qu'il te traverse et qu'il aille s'écraser plus loin, tu vois. Ouais. Et j'ai compris ça, donc je me suis confronté en me disant on verra ce qui se passe et je vivrai bien. J'ai aussi eu en parallèle des exemples de gens dans mon entourage qui ont vécu des choses atroces avec un grand sourire. Je me suis dit waouh, j'aurais jamais cette capacité, ou même des gens qui vont dans la presse, tu vois des gens qui partent en prison, quoi. Enfin, rien que notre ex-président, il va en prison 3 jours et il écrit un livre et il en sort fièrement. Et moi, tu me fous en prison déjà, je suis déjà mort avant d'entrer en prison, la veille, quoi. La veille au matin, tu me trouves par terre, je suis dans mes angoisses, etc. Donc, j'apprends ça, il y a un an de ça, en te voyant, je regarde autour de moi comment est-ce que les gens gèrent aussi leurs anxiétés, etc. J'ai des phases où j'oublie ta méthode complètement, totale, normal, ouais. et ça revient exactement comme avant. J'ai 49 ans, j'ai 48 ans d'existence d'une façon, j'apprends toi, Arthur Varin, pendant 2 semaines, après ça revient. Donc il a fallu que je retombe sur toi, TikTok est bien foutu, il me fait des petits rappels. Rappelle-toi que ton anxiété, ça marche comme ça. Je suis quelqu'un qui suis globalement moins anxieux aujourd'hui que ce que je l'étais il y a un an. J'en ai toujours un peu. J'ai des profils, j'ai des copains, quand je décris mon profil d'anxiété, eux, ils l'ont jamais été de leur vie. Et ça me fait même bizarre en fait. C'est-à-dire que je leur décris, je leur parle comme si j'étais un extraterrestre qui arrivait sur Terre et qui décrivait un mode de fonctionnement de la Lune ou de l'espace. Eux ne l'ont, et j'ai des copains qui ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont même pas idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc je dois leur décrire physiquement ce qui se passe, mentalement, etc. Ils me regardent avec des grands yeux. Au passage, j'ai découvert aussi que 20% des gens n'avaient aucune voix dans leur tête. Contre 80% 20% des gens n'ont aucune voix dans leur tête. C'est les statistiques. Il y a rien. Mais ils ont quoi alors? Il y a rien. Il y a rien. Ils profitent du moment présent. Mettez-moi en commentaire si c'est vrai ce que je dis ou pas. Si une personne sur 5 n'a aucune voix. Et 4 personnes sur 5 a des voix. Et t'en as. Mais c'est un concert, c'est un festival. J'ai Radio Nova dans ma tête. Des fois, j'ai du jazz qui joue en boucle. Des fois, j'ai des replays de discussions, etc. Donc, je pense qu'il y a des caractères qui sont aussi plus à ça que d'autres. Là, en ce moment, je vais faire tous les tests pour savoir. J'avais déjà fait des tests TDAH au potentiel il y a 8 ans de ça. Là, je vais faire tout un autre palanquet de tests, notamment sur la bipolarité, sur plein de choses. J'ai envie de savoir, j'ai envie de mieux me comprendre et savoir qui je suis. Et même si tu vas me dire que c'est un de tes CCR d'aller faire de trop se renseigner, je veux aller poser un diagnostic, arrêter d'y penser après et juste comprendre. Ne me fais pas ce regard, je sais ce qu'il veut dire. Je veux savoir et je veux transmettre aux gens pour une moi, manière tu sais déjà leur vie après derrière. Pour moi, tu sais déjà qui tu es. Hein. Mais oui, je comprends dans le cadre de ton métier que c'est clairement une bonne chose à faire. Et ça serait c'est intéressant pour mon métier et pour transmettre aussi un peu aux gens. C'est aussi c'est intéressant tant qu'on n'est pas dans l'hyper recherche ou dans l'hyper information. Ouais, tu le fais une fois et pas deux. Et c'est ça que j'ai changé aujourd'hui. Je suis prêt à me confronter, peut-être pas à la prison, il y a des choses très graves, mais ça va venir. Je suis encore au niveau 1 sur 10 ou peut-être 3 sur 10 du truc. Je commence à aller un peu mieux, je commence à je me renseigne sans m'hyper informer, je découvre ça et je change doucement. Et j'ai du mal, quand je me revois, il y a ne serait-ce qu'un an de ça, je me revois faire toutes ces erreurs, appeler des copains en boucle pendant toute la journée pour chouiner et me plaindre et me lamenter, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose, je le fais même plus. Et même, j'irai même plus loin que ça. Des fois, je vais dans des soirées où j'entends des gens qui font ça. Je vais juste boire mon verre de sangria un peu plus loin en observant le décor et en n'écoutant pas. Parce que je sais que ça rend ni service à eux ni à moi. Et je suis un goujat parce que je manque d'empathie dans ce genre de situation. Mais ça rend service à personne en fait. T'es en soirée, c'est un samedi soir, t'as bossé toute la semaine, c'est le moment de la semaine où cette jeune femme ou ce jeune homme devrait s'amuser, etc. Et il est en train de ressasser ses trucs et ses machins. C'est là où tu vois que c'est hyper commun. Temporaire. C'est tellement commun, ces CCR, ils ont été normalisés. Moi, ce que je te conseille, c'est dresser ton profil CCR, voir où t'en es. Tu gardes chacun des CCR. Super idée. Et tu dis, il me reste celui-là, il me reste celui-là, il me reste celui-là. Et évidemment, tu commences par les physiques. Tu vois, donc on commence toujours par les physiques, on regarde ce qui reste ou pas. Et après, quel travail tu fais exactement en une phrase contre les CCR cognitifs? Est-ce que tu as compris ce qu'il fallait faire contre les CCR cognitifs ou pas vraiment? Aujourd'hui, je suis dans l'observation Très bien, ok. De mon état et sois indulgent avec moi sur ce que je vais dire.
Euh, je suis en train d'observer ma capacité à venir compenser un CCR par un autre. Tu C'est vois ce que je veux génial. dire ou pas? Je sais pas. Je suis un expert en compensation. J'arrête de faire de l'écran, je vais aller faire un C'est autre truc, mais parfaitement qui sera pas normal. forcément meilleur. J'arrête ça, et mon cerveau est très malin pour me trouver des justifications C'est à parfaitement sauter normal. de CCR en CCR. Et C'est je sais parfaitement pas normal. si c'est normal, mais je sais pas si c'est très En bon fait, ou pas. il y a le côté physique, les mécanismes physiques, il faut être dans la discipline ou inversée, dans le sens où tu ne le fais pas. T'as pas une discipline où tu dois faire des choses, t'as une discipline où tu dois pas faire des choses. Mais bon, ça, Ouais. c'est bête et méchant, voilà. Mais pour les cognitifs, en fait, tu fais exactement ce qu'il faut, et justement, le problème que j'ai avec mes clients et ce que j'essaie de vraiment leur faire comprendre dès le début, c'est que eux, ils vont penser que les cognitifs, faut faire quelque chose, tu vois. Genre là, je prédis le futur, par exemple, c'est pas bien Hmm. de prédire le futur, donc faut que j'arrête, tu vois. Et la seule chose que tu as besoin de faire pour les cognitifs, c'est l'observation. Mais Ah une ouais. observation qui est précise, moi, les tips que je donne, c'est tu ouvres des guillemets, en gros. Faut que tu ouvres Hmm. des guillemets quand tu fais ton journaling tous les jours. Du coup, faut vraiment utiliser le format papier. C'est le conseil que je donne par rapport au cognitif. C'est comme ça que tu t'en sors. C'est que régulièrement, tu fais du journaling, donc tu écris, en ouvrant les guillemets, les phrases que tu te dis qui composent, en Ouais. fait, les différents CSR que tu as. Donc, crystal bowling, ou ou chercher à comprendre, ou listing de réassurance. Et tu as juste besoin de faire ça. C'est ça qui est très difficile à faire comprendre aux gens. Ils se disent, il y a un truc, forcément un truc d'autre qu'il faut faire. Tu vois, je dois faire une gymnastique mentale, etc. Ça a réparé Faut juste mon observer. sommeil aussi au passage. Ça a réparé mon sommeil. Incroyable. Ouais. Le fait d'arrêter les physiques, du coup, Ouais, ouais, déjà, ou depuis ta découverte, l'observation, mon sommeil s'est ultra amélioré. génial. Ça, c'est un des côtés dysfonctionnels qui disparaît en effet, ouais, quand tu commences au Ouais. début à Mais arrêter les physiques. je remarque que la progression, elle n'est pas comme linéaire. Ah non. Il y a un gros pic de découverte au début. Ouais. Moi, j'ai eu légère régression, réapprentissage, etc. Et puis tout d'un coup, au bout de quelques vagues, tu commences à monter enfin Ouais, doucement ça en fait un escalier compétence qui et à monte en changer de gros. vie. Ça fait un escalier qui monte. T'as des hauts, des bas, C'est mais exactement ça, ouais. ça monte. Ouais. Mais voilà, pour moi, l'idée là, c'est continuer tes physiques, l'arrêt des physiques. Tu vas forcément passer d'un à un autre. T'as le temps en fait pour les arrêter, te mets pas une pression de malade. Et pour les cognitifs, vraiment, ne te complique pas les choses. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est identifier quand t'es anxieux. Ah là, je fais ce mécanisme-là. De voir la phrase que tu dis exactement et de la noter. Donc tu te fais des séances régulières de journaling où tu notes, je me dis ça, je me dis ça, je me dis ça. Et après, c'est l'inconscient qui fait le reste. Et ça, c'est un truc de fou. C'est que en fait, faut déléguer en fait. Tout ce qui est la partie cognitive, ça se résout tout seul quand tu fais toi ce qu'il faut faire. Donc, faut quand même observer, c'est Hmm. quand même une tâche que tu vas faire. Mais tout le reste, tu laisses tranquille et tu laisses l'inconscient s'en occuper. Et ça marche tout aussi bien que l'arrêt des fixes, c'est juste que c'est différent. Mais ça prend peut-être un peu plus de temps pour que ton cerveau, tu lui donnes l'information. Tu vois, on dit souvent ça, on dit souvent ça, on dit souvent ça. Après, au bout d'un moment, il se déclenche ce que moi j'appelle l'effet Game of Thrones, où c'est en gros, tu connais tellement ce qui s'est passé que t'as pas envie de regarder l'épisode en gros. Tu t'es fait Hmm. spoiler l'épisode, du coup t'as pas envie de le regarder. Je T'as comprends, ouais. noté tellement de fois la phrase que tu dis dans ta tête. Cette phrase au début, elle t'affectait énormément, mais à force de l'écrire et juste de voir que c'est un enchaînement de mots, t'es en mode vas-y, ok. Hmm. Je comprends. Et voilà. Mais continue, et puis tant que ça s'améliore, On c'est bon refait le signe, point continue. dans Carrément. 9 mois, on se rappelle. On se rappelle. Et on Trop verra si chaud. les gens ont progressé. Je serais curieux de savoir si les Ouais. gens, au-delà de marquer gourde mauve De dans le fou. truc, si les gens ont aussi Ah progressé ouais. dans le même sens que moi. Ouais, bah, ce que je Un, leur conseille, c'est d'arrêter les physiques, et puis ils verront. ouais. Un immense merci pour ton temps aujourd'hui. À À toi bientôt. aussi, Antoine. À très bientôt.